Bonsoir à tous et bienvenue dans Djiboutique. On est là, on est au rendez-vous comme souvent le mardi. Guillaume à la technique, Aymeric au micro pour vous emmener en voyage. Parfois vraiment en musique, parfois un peu moins en musique, parfois en lien avec des événements d'actualité. C'est le cas aujourd'hui, on va vous parler de Let's Art qui est un événement organisé par le CIREAS et ça se fait annuellement. Et il y a à chaque fois un pays qui est en focus. Alors l'année dernière c'était Haïti, cette année-ci ce sera l'Afghanistan. Enfin c'est l'Afghanistan parce que l'événement a déjà démarré pratiquement. On accueille pour en parler et pour parler de l'Afghanistan deux invités. Pascal de Ghent qui travaille au CIREAS. Bonsoir. Bonsoir. Et Christine Hansen, bonsoir. Bonsoir. Qui travaille chez Nadou. Exactement. Voilà. Alors Nadou, donc c'est une sorte de plateforme qui coordonne toutes les organisations d'Afghans en Europe. Oui, ça c'est le but en tout cas, mais on est encore très jeune. D'accord, donc okay. Oui, exactement, c'est le but. Mais effectivement, c'est une ASBL qui est encore très organique. Donc à travers les années, on a été fondé en 2019, mais comme j'ai dit, c'est une ASBL assez organique, c'est-à-dire que on a un peu bougé aussi à travers les demandes, etc. Donc le but est bien sûr d'être international, mais commençons d'abord par Bruxelles. Ok. Oui. Ok. Non mais c'est parce que je jetais un coup d'œil à votre site là et c'est en anglais, il y a des logos européens et tout ça, donc ça, j'ai peut-être je me suis laissé bercer par l'image. Oui, alors, bien sûr, non mais tu as tout à fait raison c'est moi qui me suis berné moi-même. Non, pas du tout. Voilà. Ok. Alors on va de toute façon en parler de Nadou, mais parlons aussi du CIREAS qui est l'organisateur de cet événement. Donc Pascal de Ghent, je rappelle que tu coordonnes le service éducation permanente, voilà. Que l'année dernière on t'avait accueilli sur cette antenne et que ça avait été un succès. Ça s'était plutôt bien passé, oui. On va dire. Et comme en plus derrière il y a Guillaume qui fait de la retape. Oui, c'est vrai. Eh bien évidemment, on s'est dit il faut continuer comme ça. On change pas une équipe qui gagne comme on dit chez nous. Et pour vous donner les coulisses, Guillaume, donc qui fait la technique, travaille également au CIREAS. Voilà, c'est ça effectivement. Les coulisses, Guillaume confirme. Et donc voilà, on remet ça. Alors l'année dernière, vous faisiez un focus sur Haïti avec une très belle expo de photos de Jean-Marc Turine. Oui, Gaël Turine, pardon, excuse-moi, Gaël Turine. Ça se passait au Centre Bruegel. Oui. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Non, on a déménagé, on est à la Tour à Plomb, qui est également un centre culturel bruxellois. Tout à fait. Qui est vraiment, pour le coup, à 2 rues de chez nous. Donc on s'est relocalisé, on va dire, dans notre quartier où le CIREAS, enfin où le quartier, le siège central du CIREAS est installé. Là, c'est intéressant, ça. Oui, c'est très intéressant. Bon, il y a un aspect pratique, c'est que en plus, ça nous permet d'avoir comme l'événement est totalement gratuit, ça nous permet à nous d'avoir un événement qui permet l'accès à la population de ce quartier-là, qui permet de mieux nous connaître, parce qu'on est là depuis pas très longtemps, 2-3 ans, peut-être un peu plus maintenant, j'ai perdu un peu le compte des années. Donc voilà, c'est intéressant. Vous êtes un truc comme ça, rue du Boulet, non? Rue du Boulet, exactement. Tir à plomb, rue du Boulet. Oui, c'est ça. C'est rassurant tout ça. Tout rappelons, pas tir à plomb, tout rappelons. Oui, bon, c'est vrai, excuse-moi. Et donc... donc, attends, juste pour terminer, alors, donc voilà, l'année dernière, c'était sur Haïti, oui. Avec une expo photo, de la musique, etc., pas mal de choses. Cette année, c'est sur l'Afghanistan. Alors bon, je me disais, voilà... L'année dernière, on parlait d'un pays où les gangs prenaient de plus en plus de place dans l'organisation de la ville. Cette année, l'Afghanistan, c'est un pays qui a été occupé par les Russes, pas que par les Russes, parce qu'il y avait aussi le gouvernement quand même qui était tendance communiste. Oui, ils travaillaient ensemble de 79 à 89 contre des différentes factions islamistes, on va dire. Et monarchistes. Et monarchistes. Et puis, il y a eu les Américains de 2001 à 2021, quand les talibans ont repris le pouvoir. C'est ça. L'été 2021. Voilà. Pas que les Américains ont également été... Oui, il y avait des Européens, il y avait des Canadiens. Danois, Italiens. Oui.
Et donc aussi, qui était là pour soutenir un gouvernement sur place. Démocratique, oui. Démocratique. C'était ça l'idée, en tout cas, oui. C'était ça l'idée. Avec une partie du pays qui restait en guerre civile, assez souvent. Oui. Voilà, c'est pour dire que... Situation politique très chaotique. Voilà, mais donc le CIREAS aime bien, semble-t-il, choisir des pays où il y a des difficultés assez importantes. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que, quelque part, est-ce que le CIREAS pourrait choisir un pays où ça va bien? Est-ce que ça existe, un pays où tout va bien? On peut garder ça pour la fin. Hein. Oui, voilà. Non, ça existe certainement. Alors, le but n'est pas nécessairement de choisir un pays où ça va mal. Non. Mais non. Ce qu'il y a, par contre, on cherche des pays où il y a quelque chose à dire sur la situation socio-économique, où il y a des vrais sujets, des vrais sujets de débat, et des sujets qui nous concernent dans notre objet social, puisque le CIREAS, au départ, est une organisation qui s'occupe de beaucoup de migration. C'est vraiment notre sujet central. Donc, je rappelle en 2 mots, hein, on a tous les jours, ou pratiquement tous les jours, on a une permanence sociale et juridique qui est spécialisée avec des assistants sociaux, des assistantes sociales et des juristes spécialisés en droit des étrangers. On a plusieurs centres d'insertion socio-professionnelle à Bruxelles et on a donc une section d'éducation permanente. Et oui, je veux dire que le point commun entre tout ça, c'est finalement l'attention accordée au sujet qui concerne la migration, les communautés de migrants, les personnes issues de l'immigration. Donc, on cherche toujours à, explorer les réalités de pays dont on connaît, on va dire, la situation via les personnes qui viennent chez nous. Et dans tout ce qui est demandeurs d'asile, notamment, historiquement en Belgique, depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'Afghans. Donc c'est un sujet qui s'impose, c'est un pays qui s'imposait, qui est dans notre liste naturelle, on va dire. On va creuser un petit peu plus ce sujet avec toi dans un instant, Pascal. On pensait commencer avec Christine, hein, puisque vous êtes tous les deux impliqués finalement dans des questions qui se rapprochent, ce lien à l'Afghanistan, toi, en l'occurrence, de manière temporaire pour l'instant, peut-être, mais occasionnelle, quoique tu suis peut-être le dossier déjà depuis... certains dossiers depuis quelque temps. Et toi, donc, Christine, depuis 2019 au moins, mais j'imagine avant, puisque 2019, c'est la date de création de Nadou. Oui, exactement. Mais tu étais déjà impliquée avant Oui, j'ai fait mes études là-dessus, sur l'Afghanistan. J'ai écrit mon mémoire particulièrement sur l'ethnie Hazara. Et l'Afghanistan m'a toujours fascinée, mais aussi, mise en douleur, si on peut dire ça, parce que c'est un pays qui est dans une situation difficile depuis des décennies, même si on revient vraiment dans l'histoire. Il y a un génocide qui n'a pas été reconnu dans les années 1800, etc. Donc c'est vraiment une zone très... qui est assez compliquée, mais aussi une très belle zone. Si on regarde les paysages, ce pays extrêmement touchant aussi, et sa culture. Et donc moi, européenne, on se demande pourquoi peut-être que je travaille avec. J'ai, à travers mon bénévolat avec les réfugiés, etc., notamment en Belgique, mais aussi au Danemark, comme je suis d'origine danoise et italienne, effectivement, comme Pascal dit, on a toujours eu beaucoup de réfugiés afghans en Europe, et donc j'ai lié des liens avec des Afghans. À travers ça, justement, on rencontre des personnes derrière le statut réfugié. Et donc, disons que je suis dans Nadou à travers mon cœur. c'est très sentimental, mais j'aimerais soutenir d'une certaine manière, et c'est comme ça que je trouve que je peux le mieux soutenir. Nous avons commencé... Une petite question peut-être, si je peux t'interrompre, excuse-moi. Donc tu as fait un mémoire, tu disais, sur l'ethnie Hazara. Oui. C'est un mémoire en quelle branche ça En sociologie. Donc j'ai fait un master notamment donc, à l'ULB en sciences de la population et du développement. Et donc je me suis spécialisée en Asie centrale aussi. Et donc j'ai fait un mémoire sur l'ethnie Hazara. Mais... Tu es allée sur place ou... Je ne suis pas allée en Afghanistan, c'est un de mes rêves, mais je suis allée en Iran.
Mais ça, c'était à travers un ami. Donc, j'ai voyagé. C'était très court, hein, c'était durant le Ramadan. Mais donc, à travers ça, j'ai pu rencontrer beaucoup d'Afghans qui sont réfugiés en Iran. Il y a des millions. Parce que quand on fait la sociologie, c'est des enquêtes et tout ça. Oui, exactement. Beaucoup d'entretiens. J'ai pu rencontrer beaucoup d'Afghans et j'ai pu faire beaucoup d'entretiens par rapport à la raison pour laquelle ils sont arrivés en Europe. Et je me suis focalisée sur les jeunes. Et donc, la vague de 2015 et une vague de 2010, etc. Donc, ça, c'était mon mémoire, oui. Ok, donc juste oui, c'était une curiosité. Hein, mais donc, vas-y, je t'ai interrompu. Mais non, donc, pas vas-y, n'hésite pas. Eh bien, mais j'aime beaucoup ce que tu dis aussi, Pascal, par rapport à... que vous vouliez souligner l'Afghanistan, parce qu'effectivement, on rencontre beaucoup d'Afghans ici en Europe, et bien sûr, il y a une raison pour cela. À travers Nadou, ce qu'on recherche, bien sûr, comme tu as dit au début, le but, ce serait de créer un réseau, justement, un parapluie d'organisations afghanes ou d'Afghanistan ici en Europe. Et on a des centaines et des centaines, et c'est un très bon signe, mais on n'est pas encore là, donc on se concentre encore sur Bruxelles et potentiellement l'Union européenne. Mais voilà. Donc maintenant, ce qu'on a surtout fait, ce sont des événements culturels, justement pour la préservation de la culture. Et justement, cet événement samedi, on pourra montrer aussi la musique d'Afghanistan et de la nourriture. Et c'est une certaine forme de préservation culturelle, parce qu'en Afghanistan, la musique maintenant est interdite. En tout cas, dans les lieux publics, il y a beaucoup anciens instruments traditionnels qui ont été brûlés par les talibans. Et pour moi, être dans Nadou, c'est une certaine... c'est pour... préserver des histoires et la culture qui potentiellement pourrait se perdre dans le pays. Et donc, à travers la diaspora d'Afghanistan, ici à Bruxelles, et pas que, en Belgique en général, nous voulons soutenir cette diaspora, mais aussi être un partenaire avec des organisations, des institutions qui travaillent notamment avec des réfugiés ou des demandeurs d'asile afghans. Donc, on fait beaucoup de workshops aussi pour la Croix-Rouge, fait d'asile, etc. On raconte l'histoire et la culture du pays, et aussi potentiellement on parle de malentendus qui pourraient être créés entre nous ici en Europe et peut-être des jeunes qui viennent d'arriver d'Afghanistan. Donc on essaie, c'est ce que je voulais dire au début, qu'on est assez organique et on a fait de très bons partenariats aussi avec l'OIM, l'Organisation internationale de migration, et on a été dans des centres d'asile pour pas seulement parler aux demandeurs d'asile d'Afghanistan, mais aussi d'autres demandeurs d'asile. On leur a présenté leurs droits en tant que demandeurs, etc. Donc on suit le flot. Voilà. Juste pour rebondir par rapport à l'histoire des artistes, c'est vrai que moi aussi j'avais, au moment où les talibans avaient repris le contrôle, etc., il y avait un article dans Libé où ils avaient dit que les talibans avaient été tué un artiste dans une région un petit peu plutôt campagnarde comme ça. Mais c'était quelqu'un qui à la fois avait de l'influence autour de lui, et que mais de toute façon, selon leurs principes et leur vision de l'islam, la musique n'a pas une place vraiment importante. Mais je regardais encore aujourd'hui, parce que Libé, ils en ont reparlé, j'ai l'impression, mais dans certaines villes, alors là c'était pas à Kaboul, mais dans une autre ville moyenne, je sais plus exactement laquelle, peut-être. Oui. Là ils interviewaient des artistes et ils disaient bon, ça va, on s'en sort, on arrive quand même à faire de la musique. Il y avait des studios, il y avait des trucs de production et tout ça, même s'il y avait eu des interventions de certains talibans ou des gens liés à eux qui étaient venus à un moment casser. Ça continue, quoi. Ils ne peuvent pas empêcher ça complètement. Bon, voilà. Mais après, c'est pas le débat, mais il faut voir aussi, est-ce que c'est pas aussi des artistes qui se sont adaptés en se tournant peut-être vers des chants plus religieux parce que je pense que la musique si j'ai bien compris, pour les talibans, c'est la musique païenne qui est vraiment interdite, et la musique religieuse, tout ce qui concerne la religion, est bien sûr... Ah oui. Écoute, c'est intéressant, en tout cas peut-être, je sais pas, il faudrait relire ou lire bien cet article.
En tout cas, ouais, super, très intéressant. Ton approche, Christine, et ton engagement, bravo. Et tu nous as amené une musique qu'on va pas encore écouter tout de suite, peut-être, quoique, on pourrait. Donc, comment tu participes alors dans cet événement-là organisé par le CIREAS, enfin, comment Nadou participe peut-être vous pouvez nous expliquer un peu. En fait, nous, au CIREAS, quand on organise cet événement qui est chaque fois centré sur un pays, on s'estime qu'on n'est pas expert de tous les pays, loin de là. Donc, on cherche toujours des partenaires, des associations qui, justement, des associations diasporiques ou qui travaillent dans ces pays-là, comme l'année dernière, on avait fait l'Espoir pour Haïti. On regarde un peu ce qui est possible. Et là, en regardant Nadou, en regardant leur objet social, en regardant leur action, on s'est dit ça peut être un bon partenaire parce que justement pour apporter, comme le disait Christine, pour apporter cet aspect plus culturel. Donc, je vais pas dire qu'on a délégué, mais c'est un peu ça. Donc, le buffet et la musique, on a un peu dit, écoutez, c'est vous qui vous y connaissez, c'est vous qui êtes en contact avec la communauté afghane qui peut qui peut faire quelque chose qui correspond vraiment à leur culture. C'est pas nous qui allions venir le faire. Donc, il y avait ça, et puis ça commence comme ça, et puis finalement on s'imbrique, c'est un dialogue constant. On les a tenus au courant, on a cherché ensemble les documentaires qu'on pouvait projeter. On a un peu regardé comment construire ce festival à deux. Et alors, j'en profite, ils sont pas là ce soir, mais il y a un troisième partenaire qui s'appelle Live in Color. C'est une association dont le siège central est à Liège, mais qui est active un peu partout en Belgique francophone. Et donc voilà, on est à 3 partenaires en fait. Intéressant le nom de cette association. C'était le nom d'un groupe, tiens. Oui, c'est vrai. Le groupe c'est Live in Color. Ici c'est Live in Color. Mais il y a peut-être une allusion cachée. Peut-être. Oui, effectivement. Mais c'est surtout samedi au Tour à Plomb. À la Tour à Plomb. À la Tour à Plomb. qu'on va voir encore plus notre symbiose finalement, CIREAS Nadou, où Nadou apporte... fait livrer du catering, donc de la nourriture spéciale afghane, et puis de la musique aussi traditionnelle. Tu veux dire plus ici que dans les autres villes? Oui, en fait, on a Namur et Liège, mais le buffet et la musique, c'est à Bruxelles. Oui. D'accord. Oui. Et là, je peux dire quelques mots aussi sur ça, parce que donc nous personnellement, Nadou, comme j'ai dit avant, on fait beaucoup d'événements culturels, et bientôt nous fêtons le solstice d'hiver, et souvent ça finit toujours par de la danse et de la musique et de la nourriture, chose qui est quelque chose que souvent les gens apprécient énormément, surtout ceux qui connaissent pas l'Afghanistan. Et donc notre artiste Zobair Nigbin jouera donc sur un instrument qui s'appelle l'harmonium, qui est aussi utilisé en Inde. On dirait une sorte de clavier accordéon, et en fait il a commencé sa carrière en Afghanistan. Il a dû se fuir et habite maintenant en Hollande, et en fait il a aussi une fille qui est une chanteuse connue. Et la nourriture, nous aurons quelque chose qui s'appelle du bologna, on dirait des crêpes aux épinards. Et puis nous avons une sorte de ravioli, c'est pas des raviolis, mais il y a du bœuf dedans, etc. Et puis nous aurons du crabe au lit, plat très, très typique, avec du riz basmati, de la viande qui peut être de l'agneau ou du poulet, des fruits secs, des carottes et du safran parfois. Donc très bon. Vous pouvez... Vous devez... On pourrait aimer. Oui, vous pourrez aimer. Non, vous allez aimer. On va aimer. Super. Bon, alors si tu veux nous annoncer l'artiste qui jouera donc samedi à la Tour à Plomb. Voilà. Ouais. Zobair Nigbin. Si Guillaume veut bien. Voilà, alors l'artiste qui sera en concert ce samedi à la Tour à Plomb avec cette organisation donc du CIREAS Let's Art Afghanistan cette année. On est avec Christine Hansen et Pascal De Ghent pour en parler. Christine, rappelle-nous le nom de l'artiste qui est passé si tu veux bien. Zobair Nigbin.
Merci. Et donc, c'est vrai que voilà, tu as expliqué comment Nadou s'occupe de certains éléments, puisque vous êtes directement en contact avec des populations afghanes qui vivent en Europe. Voilà, comment finalement vous amenez du contenu à l'événement, ce qui convient parfaitement au CIREAS. On va parler maintenant d'une expo photo qui va se tenir dans le cadre de cet événement, donc Pascal ? Oui, tout à fait. Donc l'expo photo, elle se tient le vendredi à Namur, et le samedi à Bruxelles. Et voilà, on ne sait jamais qu'il y a des Namurois qui nous écoutent. Elle est également disponible toute la semaine d'après au Quai 22 à Namur. Il faut juste, voilà, si vous allez sur le site du CRS, vous verrez, il faut juste réserver l'expo, parce qu'il faut aller ouvrir la salle, la fermer. Enfin, il y a une organisation. Mais voilà, il y a une expo donc du photographe Elio Germani, qui est un photographe italien installé à Bruxelles. Et qui a beaucoup travaillé, qui travaille encore beaucoup sur les sujets de la migration. Il a notamment fait des reportages photos sur la route des Balkans, les routes de migration des Balkans en 2015-2016. Il avait fait un projet photographique qui s'appelait Marée Plurale et en 2017, qui concernait les migrants qui arrivaient à Trieste, qui est sa ville, qui est sa ville natale à Elio. Et c'est un projet qu'on peut encore voir pour le moment au musée de la migration à Bruxelles notamment. Oh, super. Molenbeek. À Molenbeek, exactement. Et donc pour ce projet-ci, qu'il a appelé comme on a appelé le Letsart, voie d'exil et voie volée, il s'est concentré sur la communauté afghane en Belgique, parce que entre 2013 et 2014, il y a eu une mobilisation de la communauté afghane, des sans-papiers afghans, notamment via un comité qui s'appelait le comité des 450 afghans à l'époque, qui a fait plusieurs actions marquantes à cette époque-là pour marquer un peu l'opinion publique. Il y avait notamment eu l'occupation de l'église du Béguinage, il y avait eu les marches des Afghans, donc c'était des marches de 3 jours où ils s'étaient rendus depuis Bruxelles jusqu'au domicile du Premier ministre de l'époque, qui était Elio de Roupeau, donc ils s'étaient rendus à Mons, et puis ils s'étaient également rendus jusqu'au domicile de la ministre qui s'occupait de la politique migratoire, qui était Maggie De Bloch à l'époque. Chaque fois des marches qui avaient été assez médiatisées pour essayer d'obtenir, en fait, de dire, voilà, notre pays est en guerre, il y a des lois des lois et des conventions internationales qui permettent aux gens qui demandent l'asile lorsqu'ils viennent d'un pays en guerre de ne pas y retourner, tout simplement, et même temporairement, le temps parfois que la situation se calme, ce qu'on appelle la protection subsidiaire, c'est ce qu'ils demandaient à l'époque. Et donc voilà, il y avait eu toute cette mobilisation qui avait duré 2-3 ans et qui avait été assez médiatisée, que Elio avait photographié à plusieurs reprises. Et donc là, il a été retrouvé, certains participants qui ont reçu leur papier à l'époque, qui depuis sont devenus demandeurs d'asile, qui depuis sont devenus réfugiés légaux, et il a été les retrouver donc 10 ans après, voir quel était leur quotidien, ce qu'ils étaient devenus. Donc c'est très intéressant. Mais alors ce Elio, c'est une découverte récente pour toi, ou bien Oui. Donc comment tu l'as trouvé On recherche en fait souvent, donc l'événement, le Letsart, historiquement, là c'est la 15e année, il est organisé aux environs de la Journée internationale des migrants le 18 décembre, mais l'organisation du Letsart, elle commence en janvier en fait, donc c'est vraiment un truc sur lequel on travaille pendant 11 mois, et notamment la recherche des partenaires, mais aussi du contenu. Et donc on a un peu regardé, on a des antennes, on regarde un peu, on demande autour de nous, tiens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose d'intéressant à nous fournir, un matériel intéressant, photographique intéressant à nous fournir sur ce sujet-là. Et on est arrivé chez Elio. Et ça, c'est super intéressant, quoi. Oui, vous ne pouvez pas mieux tomber, quoi. Tout à fait. Surtout qu'en fait, au départ, le projet, c'était donc documenter cette mobilisation qui avait lieu à 10 ans. Et c'est Elio lui-même qui nous a proposé en disant, mais écoutez, le travail d'aller les retrouver, je vais le faire pour vous. Donc c'est un travail, voilà, les portraits des personnes qu'on voit 10 ans après, c'est vraiment, on va dire, une exclusivité. Il l'a fait pour nous, quoi. Ainsi que les textes. Donc les textes sont d'un de ses amis, qui est Fabrizio Foccini, qui lui est un Italien qui travaille dans je vais pas dire de bêtises, le Afghanistan Analyst Network, qui est donc une organisation qui s'occupe particulièrement d'étudier l'Afghanistan. Donc c'est un sujet qu'il connaît très bien. C'est un ami d'Elio. Et donc il a fait les textes, notamment un texte sur l'histoire de la communauté afghane en Belgique, on va dire, ainsi que les portraits des différentes personnes qui ont été photographiées.
Et je serais tout à fait complet en disant que la scénographie de l'expo est de Nasrin Keltent, qui est une amie de l'association. C'est la même que l'année dernière. Oui, voilà. Qui travaille avec nous depuis quelques années. D'accord. Et alors, je rajouterais bien quelque chose en disant que le centre de la tour à Plon, c'est un endroit qui est particulièrement, semble-t-il, bien adapté pour des expos photos. En tout cas, c'est le genre de truc c'est la meilleure chose que tu puisses organiser là-bas, en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Il y a une salle, évidemment, mais il y a aussi, je veux dire, il y a l'entrée avec ce mur, il y a l'escalier qui descend. Enfin, il y a moyen de mettre des photos à différents endroits. Oui, la scénographie, en tout cas, est très belle, je trouve. Rien que le lieu est intéressant. C'est une manière pour Bruxelles de mettre en valeur son patrimoine industriel, puisqu'on parle d'une goutte de plomb qui tombait d'une tour. Enfin, bref, un truc... bon, je ne suis pas chimiste ni dans ces domaines-là. Mais en tout cas, voilà. Et c'est pas si connu que ça, ce centre. Pourtant, il y a déjà eu des expos et tout, mais bon... Le CIRES a déjà organisé. On avait organisé une journée sur la décolonisation à l'époque, là-bas, qui avait très bien marché. Et il y a de tout. Il y a un endroit où on peut faire les buffets. Enfin, il y a un foyer. Il y a des salles. Il y a une très belle salle pour le spectacle. En haut, il y a une salle polyvalente parce que c'est un centre culturel et sportif. Donc, il y a aussi des événements sportifs qui sont organisés là-bas. Non, c'est un très bel exemple de réhabilitation d'un site industriel. Toi, tu as déjà vu tu as déjà vu des photos de ce travail. Je les ai mis en cadre cet après-midi. Ok. Et toi, Christine, tu connais aussi ce travail ou bien sur les Afghans, ou toi tu étais un peu lié aussi à ces mouvements Oui, j'ai fait certaines manifestations, etc. où j'ai lié je me suis fait beaucoup de contacts aussi en allant à plusieurs conférences, etc. C'est vrai que quand on travaille avec l'Afghanistan, parfois, disons que en tant qu'Européens, parfois on a le luxe de prendre des pauses. Et c'est ce que je me suis autorisée à un certain moment, parce que c'est un pays qui c'est quand même parfois lourd ou en tout cas difficile à garder la bonne humeur parfois, parce qu'il y a tellement de soucis. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait, ça fait depuis mes 18 ans que je m'intéresse à ce pays, et j'en ai 33 aujourd'hui. Donc, oui, mais non, je connaissais pas tous les travaux qui ont été faits, mais c'est vrai que ces noms me disent quelque chose, oui. Mais par rapport à l'exposition aussi, je trouve qu'il faut pas arrêter de parler d'Afghanistan, notamment aussi, il faut pas arrêter de parler d'autres pays en situation difficile quand on a la chance de vivre en Europe encore. Je trouve que quand on a une voix, etc., on a la liberté d'expression, on peut prêter nos voix à ceux qui en ont une, mais qui n'ont pas l'autorisation de parler, et c'est notamment les femmes en Afghanistan. Donc c'est très bien aussi de souligner la situation des femmes. Donc pour donner certains chiffres, donc il y a près de 80% des Afghanes âgés de 18 à 29 qui sont ni scolarisés, ni employés, ni en formation, contre 20% des hommes en Afghanistan. Et cette exclusion massive des femmes et des filles coûtera au pays environ 920 millions de dollars entre 2024 et 2026, selon Susan Ferguson. Et pour donner un exemple aussi concret de la situation des femmes en Afghanistan, il y avait cette année, le 31 août, un séisme de magnitude 6 qui a frappé certaines provinces. Et comme les femmes sont exclues de formation et d'éducation, eh bien, ça veut dire qu'il y a moins de femmes médecins. Et donc, il y avait des situations où des femmes étaient coincées sous les débris, etc., et n'ont pas pu être sauvées parce qu'il n'y avait pas de femmes médecins. C'est très concret, c'est très hard. Donc, il ne faut pas arrêter d'en parler de leur situation. Et surtout, ces femmes elles n'arrêtent pas, elles, d'essayer d'utiliser leur voix qui est pourtant interdite par les talibans. Donc, c'est des femmes en général très fortes.
Je trouve qu'il faut les soutenir. Je trouve que l'accès aux soins est un bon exemple de l'absurdité qu'il peut y avoir dans la politique menée par le pouvoir taliban. Parce que comme l'a dit Christine, il y a maintenant tout un tas de professions, sages-femmes, médecins, qui ne sont plus permises pour les femmes. Mais il y en avait déjà, en fait, très peu dans le personnel soignant, on va dire. C'était déjà, il y avait déjà une grande majorité d'hommes. Et un autre interdit pour les femmes, c'est de se faire soigner par des hommes. Et il y a même des cliniques où on ne les laisse plus rentrer. C'est pour ça que tu disais, elles meurent parce qu'elles ne peuvent pas être soignées. Voilà, et dans l'ONU Femmes, donc elles peuvent pas être soignées. Ou sauvées même. Donc. Dans le rapport sur l'indice de genre de l'ONU Femmes, qui publie chaque année, ils mettent ça un peu en avant en disant qu'il va y avoir d'abord une explosion des maternités précoces et une explosion de la mortalité, enfin vraiment un abaissement, comme on dit, de la limite d'âge à laquelle les femmes meurent, et beaucoup de femmes enceintes, ne vont pas y survivre. C'est vraiment parce qu'elles n'ont plus accès aux soins qu'il faut. Exactement. Et c'est vraiment, et donc il y a une espèce de boucle vicieuse comme ça qui se met en où je vais pas parler de. On peut pas parler de. C'est pas vraiment le mécanisme du génocide, mais il y a vraiment une politique qui vise non seulement à invisibiliser les femmes, mais qui aussi assassine pour ces femmes. Je veux dire, on ne fait plus attention à leur vie, on ne fait plus attention. Leur vie n'a plus aucun intérêt aux yeux des gens qui dirigent ce pays. Oui. C'est quand même complètement fou. Donc pour nous, c'est d'autant plus important à ce moment-là de porter l'attention sur ça. Et aussi, je voulais dire, ça. Plus largement, ces pays qui ont des pouvoirs qui les retirent en fait un peu du monde. C'est des pays qui deviennent fermés, où on ne peut plus entrer. C'est vraiment des pays qui deviennent invisibilisés dans leur entièreté vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà, c'est un des axes qui fait qu'on a eu envie de s'intéresser à l'Afghanistan. Alors je vais vous poser une petite question à tous les deux, puisque... merci. Bon, je lisais un petit livre là qui s'intitule Afghanistan, donc il fait partie de cette collection L'âme des peuples avec laquelle on collabore, les éditions Nevikata. Donc ce petit livre qui s'intitule l'Afghanistan des cerfs-volants dans la nuit, un peu comme un sous-titre écrit par Régis Cochet, qu'on aura au micro ce jeudi à 15h30 sur cette antenne. Eh bien, à un moment, il mentionne donc une époque dans l'évolution de l'Afghanistan, où donc on est dans les années entre 50 et 60, il parle du dernier roi d'Afghanistan, Zahir Shah, et qu'il a dit qu'à ce moment-là, enfin on y lit donc pendant ce moment-là, il y a une volonté d'associer les femmes aux efforts de modernisation du pays, et que donc, plus ou moins dans le même passage, il parle de poésie orale, donc que les femmes finalement sont assez actives au niveau artistique dans pas mal de régions, à travers la poésie orale justement, donc il y a quand même une expression importante, enfin il y a eu en tout cas une expression importante des femmes au niveau artistique. Et puis il cite une organisation qui existe encore, je suis tombé sur leur site, qui s'appelle Rawa. Donc en fait, c'est l'association révolutionnaire des femmes en Afghanistan. On trouve leur site, c'est rawa.org. Donc elle a été fondée en 1977 par une certaine Mena, M-E-E-N-A, qui a été assassinée par la suite par les agents du RAD, donc des groupuscules islamistes, je pense. Peut-être je me trompe, mais voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent sur leur site ? Je trouve que ça peut être bien de citer ça. C'est un petit descriptif. Leur site n'est pas hyper étoffé, mais bon, voilà, c'est un petit peu un message d'appel éventuel à faire des synergies avec elles, j'imagine. Donc, je lis un petit extrait ici. « Nous nous sommes opposés à l'invasion russe et depuis 7 ans, luttons activement contre le régime obscurantiste, tyrannique et intégriste des djihadis et des talibans, sans aucun doute possible les plus tyranniques sur notre planète. » C'est... Ça envoie. Ben voilà, c'est un petit mot trouvé sur le site donc, de cette association révolutionnaire des femmes en Afghanistan, rawa.org. Pour reprendre ce thème des femmes combatives, on va dire, le premier documentaire qui sera diffusé... Donc ça, c'est dans les 3 antennes, c'est à Liège, à Namur et à Bruxelles. On diffuse les 3 fois les 2 mêmes documentaires. Un des documentaires s'appelle Afghan, c'est un documentaire de France Télévisions. Et on ne voit pas d'hommes dans ce documentaire, ou très peu. En tout cas, ce sont des femmes qui sont interviewées. C'est 4 générations en fait de femmes qui disent un peu leur quotidien.
dedans, il y a aussi également des militantes et plus des intellectuels qui racontent un peu ce que c'est être femme en Afghanistan, sur quelle génération. Et ce qui ressort en fait de ce documentaire, c'est que la condition de la femme a toujours été instrumentalisée en Afghanistan, que ce soit par les talibans, que ce soit par le pouvoir communiste. Il y a toujours eu une instrumentalisation politique de la femme. Et voilà, c'est ça que m'évoquait ce que tu venais de lire. Je pense qu'il y a, on voit, il y a certains des portraits dans ce documentaire afghan où on voit que malgré tout ce qui s'abat sur elle, il y a encore de la combativité, il y a encore des poches de combativité. Oui, et historiquement, on peut se poser des questions par rapport à où vient cette haine contre les femmes. Alors, j'étais pas là, hein, mais il y a plusieurs récits historiques disant que les talibans, du fait le nom taliban, ça veut dire les étudiants, et ce sont des personnes qui ont grandi, enfin, ce sont des hommes ou des garçons qui ont grandi dans des camps de réfugiés au Pakistan après encore les guerres en Afghanistan, et donc les camps de réfugiés étaient partagés entre femmes et enfants, et puis hommes et garçons. Jeunes hommes plutôt, et donc ces jeunes hommes se sont organisés et ont voulu reprendre leur pays d'origine, mais ont grandi orphelins, sans leur mère, etc., et sans femme autour d'eux. Donc je trouve ça intéressant comme détail. Aujourd'hui, les talibans, il faut pas oublier que ils sont fractionnés aussi, c'est pas un groupe, hein. C'est l'Afghanistan, c'est un pays extrêmement compliqué, il y a des centaines d'ethnies, quand on parle d'Afghans, mais en fait on parle de différentes cultures, de différentes langues, il y a des Hazaras qui ont la religion chiite, se réfugient principalement en Iran, sont discriminés là-bas aussi, mais sinon il y a les Pashtuns, il y a les Tadjiks, il y a les quand Ouzbeks. même l'ethnie dominante, les Pashtuns. Oui, c'est ce qu'on dit, mais effectivement, c'est ce qu'on dit. Après, c'est difficile de faire des comptes en Afghanistan. Mais effectivement, c'est ce qu'on dit, et le pouvoir a toujours été chez les Pashtuns, et pas que les Pashtuns, mais une branche spécifique des Pashtuns. Donc, c'est un pays très compliqué. Du fait aussi très riche, hein, mais compliqué. Donc, c'est très facile de mettre des ethnies contre elles et de jouer à ça si on est un pouvoir extérieur. Ok, écoutez, super, je pense qu'on va faire notre deuxième pause musicale. Merci de tomber juste. Alors, il s'agit d'un artiste dont je donnerai le nom après. Radio Panique 105.4, l'émission Djiboutique. Vous retrouvez nos émissions sur notre site Djiboutique, avec un K à la fin, donc comme le pays, mais avec un K à la fin, .be. Nos émissions sont podcastées régulièrement. La dernière qui s'intitulait La Minute Russe sur le spectacle qui aura lieu demain au Théâtre 140, elle est en ligne. Et l'autre émission qu'on avait faite précédemment sur le Mexique, la révolution, le mouvement, elle est aussi en ligne. Merci Guillaume. Donc voilà, on est à jour. Et celle-ci, Let's Art Afghanistan, avec les gens ici du CIREAS et également de Nadou. Elle sera aussi bientôt en ligne. Pour te rassurer et pour rassurer tous nos auditeurs, l'émission sera en ligne tout à l'heure, dès ce soir. Waouh, quelle bonne nouvelle! Mais oui, enfin, quelle efficacité, Radio Panique. Oui. Donc, ça sera écoutable sur radiopanique.org. En plus, elle sera écoutable. Super. Et en plus. En podcast. En podcast, super. Eh bien donc, je rappelle qu'on est avec Pascal De Gent et Christine Hansen, et qu'on parle donc de Let's Art Afghanistan, qui a lieu dans différentes villes, Namur, Liège, mais surtout Bruxelles, c'est ce qui nous concerne un petit peu plus en tout cas. Ouais, samedi. Ce sera samedi. Tu veux donner les infos pratiques peut-être maintenant directement? Oui, tout à fait. Et puis après, on reprend un peu la discussion. Ok. Donc samedi, c'est donc au centre Tour à Plomb, c'est rue de l'Abattoir, donc à Bruxelles, près des Arts et Métiers, pour ceux qui connaissent le quartier. Et ça commencera, donc nous on ouvre les portes à 14h30, comme ça les gens ont le temps de voir l'expo peut-être avant de passer à la salle de projection où les deux documentaires seront projetés à partir de 16h.
après les 2 documentaires, donc il y en a un documentaire qui s'appelle Afghan, qui est un documentaire de France Télévisions. Ensuite, un documentaire, mais sous forme d'animé, donc sous forme un documentaire animé, oui, c'est ça, d'animation, qui est plus court, qui dure une demi-heure, qui s'appelle Inside Kaboul, qu'on vous conseille également. J'en parlerai peut-être 2 minutes après, parce que c'est vraiment original. Et après, nous avons une invitée, donc Leilouma Sadid, qui est ancienne journaliste en Afghanistan, diplomate, militante pour qui a beaucoup travaillé aussi dans les organisations pour réfugiés, qui est par ailleurs, elle ne vient pas sous cette étiquette-là, mais elle est cofondatrice de Nadou. J'ai cru, oui, elle vient en tant que journaliste, ancienne diplomate, mais elle est cofondatrice de Nadou. Et donc, c'est vraiment une personne référence à qui nous poserons quelques questions pour engager un débat, mais ce qu'on fait chaque année, et ce qui nous importe, c'est que le public participe, donc que les gens puissent aussi poser leurs questions, et qu'il y ait un dialogue qui s'engage entre l'invité et la salle. Et donc, après, il y aura ce buffet et un concert qui commencera. Bon, on est tenu par les horaires, donc le concert devrait commencer vers 20h30 pour terminer vers 22h. Ok, donc accueil à 14h30, l'expo, quelques films, un débat. Oui. Alors pour ceux qui veulent venir pour les films, venez pour 16h. Ok, c'est ça. Super. Et puis pour le buffet, le soir, plutôt vers 18h30, 19h. Venez un peu plus tôt, comme ça vous regardez les photos. En 3 temps, comme ça, on va dire un peu. Tout à fait. Super. Il y a 3 pôles, on va dire, mais. Voilà. Et vous pouvez venir quand vous voulez, tout est gratuit. Génial. Voilà, espérons que les auditeurs captent la balle au bon. Et tu voulais nous dire un peu plus donc, sur un des autres documentaires qui va passer ? Oui, donc le deuxième documentaire s'appelle Inside Kaboul. Et donc c'est un dispositif original parce qu'à l'époque, quand les talibans sont arrivés à Kaboul, justement, la dernière fois qu'ils y sont arrivés, il y a une journaliste de France, de Radio France, je pense, donc Caroline Gillet, qui est une journaliste d'origine belge, ou qui est belge d'ailleurs, et qui était en contact avec 2 jeunes Afghanes qui fuyaient en fait l'arrivée des talibans, et ils se laissaient des mémos vocaux. Donc, et à partir de ces mémos vocaux, donc c'est des Afghanes qui ont environ de 20 ans, à partir de ces mémos vocaux, elle en a fait un podcast qui était diffusé à un moment sur France Inter. Donc c'était, je crois qu'il y avait eu 6 épisodes de 5 minutes. Le podcast raconte un peu, donc il y en a une qui fuit mais qui reste en Afghanistan, qui raconte après un peu son quotidien, comment ça se passe. Et l'autre jeune fille, fuit dans un camp d'abord de réfugiés à Abu Dhabi, si je me souviens bien, et de là, elle a atterri en Allemagne. Et donc, c'est un peu le quotidien de ces 2 jeunes filles qui étaient racontées dans ce podcast. Et ce podcast a été mis en image par une artiste afghane qui habitait en Europe, qui habitait en France. Et donc voilà, ça en fait, ça fait une demi-heure sur base de ces échanges vocaux, donc une espèce d'animé, donc documentaire d'animation, on va appeler ça comme ça. Et c'est très... on voit à la fois, donc ces jeunes filles sont à la fois journalistes, elles documentent à la fois ce qui se passe, mais à la fois elles parlent également de leur sort, elles, et de leurs sentiments, de ce qui se passe à l'intérieur d'elles aussi. Donc c'est très joli à voir, je dirais. Et interpellant, secouant, j'allais dire. Ok, et alors donc ça c'est le deuxième alors. Oui, ça c'est le deuxième. Il y en a un troisième ? Non. Ok, excuse-moi, c'est moi qui ai imaginé. Non, entre les deux, il y aura un petit film de 2-3 minutes pour vous présenter l'association Live in Color, parce qu'en fait on les a pris comme partenaires parce qu'ils ont notamment une action de parrainage d'enfants réfugiés, et il y a beaucoup d'Afghans de jeunes Afghans qui sont concernés par cette action de parrainage, et donc on s'est dit c'était bien de présenter cette action-là parce que il y a toujours moyen de s'inscrire comme famille parrain, on va dire, de famille parrain marraine d'un jeune Afghan ou d'une autre nationalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Afghans qui viennent il y a beaucoup de MENA tout seuls. Oui, MENA. Donc ça concerne les MENA alors ça. Les MENA, c'est les mineurs non accompagnés. C'est encore autre chose. Ah oui, le parrainage, ça peut être un MENA ou pas. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Oui, ça peut être quelqu'un qui arrive avec sa famille mais qui est en centre. Donc voilà. Ok. Et alors, je veux dire comme un mot aussi. Donc après ces documentaires, comme je vous disais, on avait la conférencière, donc Leilouma Sadid, qui n'est quand même pas n'importe qui. Donc elle était 16 ans journaliste en Afghanistan.
Elle a été diplomate pendant 6 ans en Belgique et donc elle est aussi très engagée dans plein d'organisations. Elle a notamment reçu à un moment le prix international humanitaire Henri Lafontaine, qui dans le milieu était quand même un prix assez connu. Elle a également eu des awards internationaux, toujours dans le milieu humanitaire. Donc elle a vraiment une très bonne vision et je pense que toutes les questions pourraient se poser. Et notamment, moi, une question qui, je pense, devra être posée, parce que c'est de dire pourquoi, finalement, est-ce que des gens prennent le pouvoir dans un pays pour détruire ce pays ? C'est complètement... Vu de notre situation, ça semble complètement absurde. Oui. Après, le monde, je ne sais pas s'il est devenu meilleur ces dernières années non plus, mais non, bon. C'est ça. Oui, mais l'Afghanistan est toujours un très bel exemple de ce dont les humains sont capables de faire. Mais toi, tu la connais, c'est la journaliste dont tu parles, puisqu'elle a fondé, oui, exactement. Oui, elle connais bien. Avec nous, mais là, elle vient en tant que journaliste, donc c'est ça. Okay. Et Laïlouma, c'est une personne effectivement très intéressante avec beaucoup d'expérience, et donc elle parle souvent aussi de la condition des femmes, parce qu'elle est même une femme qui a vécu en Afghanistan et qui connaît les difficultés. Et puis, voilà, encore une fois, pour moi, il faut absolument, si on veut soulever l'Afghanistan, il faut soulever la moitié de la population, qui est les femmes. Et leur situation c'est particulièrement aggravée depuis l'été 2024 avec l'adoption de la loi sur la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Donc, comme tu as dit plus tôt, Pascal, qui sont totalement effacées de la sphère publique et de la vie, de la société. Mais elles continuent à se battre. Et je trouve qu'il faut les soutenir. Donc, elles continuent à se battre avec ce qu'elles ont. Ce sera aussi une bonne occasion de voir comment est-ce que de l'extérieur, justement, quand on a un pays comme ça où on ne peut plus rentrer, en gros, comment est-ce que de l'extérieur on peut d'abord peut-être les soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire nous, mais aussi comment est-ce que ça s'organise entre les femmes afghanes qui sont ici et qui veulent sauver leurs sœurs, on va dire, qui sont restées au pays. Il y a des échanges qui se font, il y a des communications qui se font. Comment est-ce que tout ça est organisé ? Je pense que c'est un sujet très intéressant aussi. Mais justement, il y a beaucoup d'humanitaires aussi, ou d'ONG qui ont dû annuler beaucoup de projets, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent en tant qu'humanitaires et qui ne sont plus autorisées à y travailler. Donc, nous aussi, chez NADU, on s'est posé la question, et c'est avec la ville de Bruxelles aussi qu'on avait fait une conférence parlant de la force des diasporas ici à Bruxelles, et comment est-ce qu'on peut utiliser cette force finalement des diasporas pour soutenir un pays lointain, mais à travers les diasporas qui sont ici. Donc, et ça, notamment l'Afghanistan, c'est un très bel exemple de comment on peut localement vraiment soutenir des familles à travers les personnes qui sont ici. Eh bien, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je sens votre entrain. Et oui, vas-y, Pascal, mais il faut faire vite, parce que je fais très vite. Le temps là. Donc, je veux dire, le service d'éducation pendant du CRS, on organise des événements publics, on organise des animations, mais on a également on publie également des analyses et études. Et si vous allez sur le site crs.be, vous trouverez une étude qui vient d'être publiée, qui s'appelle Femmes afghanes, voix d'exil et voix volée, qui est une bonne introduction au Letsart, si vous voulez faire un petit point sur ce qui se passe, la politique talibane vis-à-vis des femmes. Voilà, ma collègue a très bien résumé ça. Eh ben, un grand merci à tous les deux d'être venus, Christine Hansen et Pascal de Ghent. Pascal du CIREAS, Christine de NADU. Donc, vous retrouvez toutes les infos sur Let's Art sur le site du CIREAS, SIREAS. Moi, je fais un petit .be, voilà. Moi, je fais un petit clin d'œil puisque tu parlais de soutenir un pays de loin. Eh bien, justement, ma cousine a écrit un livre avec un Afghan. Ça s'intitule De loin, j'aperçois mon pays. Donc, c'est l'histoire d'un Afghan qui vient d'Afghanistan et qui arrive en Europe. Il met 500 jours. Donc, si vous tapez sur le site de Panique dans le moteur de recherche, vous retrouverez l'émission.
qui parle de ce livre. Donc c'est un certain Mahmoud Hassini qui après est devenu écrivain, il a vécu en France, etc. Mais donc voilà, c'était un bon tremplin pour lui, c'est écrire ce livre finalement, De loin j'aperçois mon pays. Un grand merci en tout cas à tous les deux. Merci, et puis on va se quitter. Merci encore à Guillaume pour la technique. Et puis il y a Clip Radio qui arrive. Alors je juste rappelle, parce que tout à l'heure j'ai oublié de désannoncer, on a écouté tout à l'heure D.W. Beg, un chanteur afghan. Alors je sais pas trop comment le prononcer. C'est pas lui qui avait écrit le texte, c'était un certain Ali Kurban Mouhana. Je prononce peut-être pas bien, mais voilà. Et on va se quitter avec une dernière chanson qui sera peut-être interrompue par l'émission d'après si elle a envie. Mais on revient donc avec notre chanteur de tout à l'heure qui sera en concert samedi, Zobain Nick Bean. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.